Bon, voilà. Oh, ça y est. Mille excuses, hein, j'ai relancé les choses. Donc, logiquement, maintenant, vous avez autre chose devant les yeux et qui correspond directement à ce qui était le point de départ du développement de l'optical art, qui était en fait une exposition qui s'est tenue au MoMA, donc à New York, en 1965. Vous voyez la petite affiche en haut à gauche. Et directement, vous percevez, il y avait intentionnellement, de la part des artistes, un développement qui allait créer des effets vibratoires, donc qui allait permettre à l'œil de réagir sans pour autant qu'il y ait un travail tridimensionnel, uniquement donc par des choix particuliers, j'allais dire d'articulation, de lignes, de principes formels, de couleurs, et vous voyez par le principe de la répétition de l'élément, ce qui va nous donner un développement un peu oscillatoire, qui était donc directement ce que ce mouvement allait essayer de mettre en œuvre, c'est-à-dire chercher à mettre en place un nouvel illusionnisme pictural, mais donnant une sensation donc d'énergie, si vous voulez, de mouvement à partir de la géométrie. Donc ils vont mettre en œuvre des motifs qui vont être contrastés, qui vont être vibrants, et c'est ainsi que progressivement nous allons avoir cette recherche qui va s'appuyer vraiment sur le géométrique et l'association à la couleur. Alors, les artistes qui vont chercher ces effets vibratoires sont extrêmement redevables à certaines manifestations de l'époque moderne. On avait déjà eu des recherches qui touchaient au caractère physique, soit de la matière, soit à l'effet de la matière. Donc, j'ai choisi deux images pour vous montrer donc des démarches qui ont été faites au début du XXe siècle, juste précédant l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Vous avez un travail français avec Robert Delaunay et une peinture s'inscrivant dans une série s'intitulant Fenêtres. Vous découvrez peut-être lointainement l'évocation, je dirais, de la ville. On dit peut-être la Tour Eiffel qui se présente là, avec l'usage, la référence à la théorie chevreulienne des contrastes des couleurs, avec un dispositif où vous avez beaucoup de variations dans les effets de clarté aussi. Donc progressivement, le motif va tendre à s'estomper, voire à disparaître, pour finalement nous donner une série de rapports à des surfaces qui se nuancent en termes de couleurs, c'est-à-dire en termes de teinte, en termes de clarté, en termes de saturation. Donc, on va s'écarter de la volonté évidemment représentative, même figurative. On va laisser de côté aussi l'usage de la perspective et il y a une sorte de simplification qui va s'opérer conformément à ce que l'œil peut découvrir, donc comme nuance de couleurs, de lumière, formant contraste et qui permet donc de déployer un dispositif spatial avec donc des interactions entre les surfaces géométriques. De l'autre côté, ça c'est une proposition réalisée par Vladimir Tatlin. Vladimir Tatlin donc fait partie de ce qu'on appelle les constructivistes russes. Je vous dis ou redis, au moment donc du déploiement des mouvements d'avant-garde au début du XXe siècle, la Russie occupe une place extrêmement importante dans les recherches, les innovations, le fait de faire avancer la pratique artistique, surtout donc d'imaginer que la peinture va être totalement détachée de sa bidimensionnalité et va s'ouvrir à l'intégration de la troisième dimension. Donc, le matériau, de la part de Tatlin, est placé dans l'espace, mais vous pouvez voir à la jonction de deux murs qui permet d'introduire la réalité de l'espace plein et vide, ce qu'il appelle un contre-relief d'angle. On a donc de vraies profondeurs qui sont proposées dans des formes très simples, hein, un rectangle que nous voyons pas uniquement en formant une surface plane, mais on distingue l'espace intérieur
et on distingue la surface formant l'extérieur, surtout quand vous regardez les ombres projetées, ce qui va créer évidemment une dynamique particulière, ce qui va permettre progressivement de valoriser aussi la matière et donner des sensations. Donc une sensation de tension, une sensation de souplesse par exemple, progressivement une rigidité pour l'autre élément qui est proposé. Donc là, il y a une recherche qui s'élabore par rapport à la réalité de la matière et sa relation à l'espace. Donc ça va produire des sensations tout à fait nouvelles en termes de profondeur, en termes de relief, en termes de mouvement. Et ça va donc introduire là la réalité de l'effet de la lumière sur la matière alors qu'elle était totalement illusionniste dans le cas du travail de Robert Delaunay. Donc les artistes de l'op art ou de l'optical art vont littéralement être héritiers des expériences nouvelles proposées par les constructivistes russes, dont Vladimir Tatlin fait partie, de l'école du Bauhaus, donc cette école allemande qui s'est réouverte en 1919 et je vous l'ai déjà dit, qui sera fermée en 1933 par les nazis, et d'un ensemble d'autres artistes, par exemple des gens comme Albers que je vous ai mentionné, qui ont déployé une théorie sur les contrastes colorés, donc qui auront une répercussion sur la rétine de l'œil et qui vont de cette manière-là essayer de déployer en fait un dispositif vibratoire nouveau. Alors voilà, je vous cite comme personne au tout début faisant ses recherches dans cet exercice de la vibration, le Hongrois Victor Vasarely, où vous avez typiquement ici des associations qui se font entre les formes géométriques simples et les couleurs. Donc, il adopte pratiquement le format carré et il va chercher, si vous voulez, à répartir dans des cases ayant le même format. Donc, c'est comme si vous aviez au départ cette surface de 84 sur 80 qui est divisée en nombre de petites cases, toutes identiques. C'est un peu un principe comme modulaire. À l'intérieur de ces cases, vous voyez des répartitions de triangles, de carrés, de cercles. Certains triangles sont placés sur la base, d'autres sont inclinés, comme vous avez le carré qui peut être placé de manière statique, au contraire sur la pointe, le carré évoluant se faisant trapézoïdal. Donc il y a déjà des variations dans le choix des formes. Et puis vous avez alors une distribution par rapport aux couleurs. Donc je pense que vous pouvez percevoir, il y a comme à l'intérieur de cette surface, j'aurais tendance à dire 3 carrés, un carré bleu, dans lequel vous trouvez les différentes formes, un carré rouge, un carré jaune qui s'interpénètrent. Et donc là, il y a une série de nuances apportées de manière à créer une vibration avec donc des rapports de clarté ou des rapports plus sombres. Donc quand on regarde l'image, je me permettrai de dire, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Quand on regarde, merci, quand on regarde l'image, vous pouvez découvrir, donc naturellement le jaune est une présence beaucoup plus lumineuse, par contre le bleu est une présence plus sombre, donc le jaune semble venir plus à l'avant de l'image, tandis que le bleu rétablit un équilibre avec un effet de profondeur. Donc tout est basé sur des sensations liées aux possibles associations de formes et de couleurs. Donc, Vasarely va découvrir les idées, les expériences déployées à l'école allemande du Bauhaus et il est vraiment convaincu qu'il faut chercher à rejoindre l'effet du mouvement sur le plan. Et c'est en 1955 qu'il va élaborer ses premières recherches, ses premiers travaux au niveau de l'art cinétique. Il aura même une envie de créer un manifeste, donc une approche plus théorique de ces expériences, son manifeste jaune. Et son travail, si vous voulez, ne cherche absolument pas à transposer de l'affect ou une dimension émotionnelle ou psychologique. On est uniquement dans un rapport vibratoire forme-couleur. Donc voilà, je vous montre un dispositif
Donc, ce sont des recherches qu'il va déployer qui seront très vite appréciées. Donc, ça sera vraiment caractéristique de sa démarche. Puis, il est intéressant de voir ici que certaines de ces propositions picturales ont été transposées par l'intermédiaire de la technique de la gravure, technique de la tapisserie, pardon. Donc, il y a plusieurs artistes qui, travaillant justement les formes et les couleurs, vont à un moment donné se proposer ou être contactés pour que leur démarche picturale se traduise dans d'autres matières. Et c'est le cas ici. Vous avez des grandes tapisseries qui sont réalisées au Busson, à Aix-en-Provence, montrées dans la fondation de Vasarely, reprenant exactement les études qui vous montrent cet effet purement illusionniste de l'animation, du mouvement, de ces changements, si vous voulez, d'approche de l'espace. La difficulté, c'est de trouver avec les fils exactement les couleurs qui ont été mises en place dans les recherches picturales de Vasarely. Mais ça peut vraiment se déployer d'une façon assez incroyable. Donc ça va se densifier, hein. Les recherches de Vasarely vont se densifier au fur et à mesure des années. Donc là, on peut avoir vraiment un artiste qui est totalement resté attaché à cette qualité de l'effet vibratoire de la couleur et de la forme. Voilà ce qui pourrait correspondre un peu à la fiche que nous avions donc pour l'exposition de Londres, avec un travail qui précède de 2 ans cette expo de 65. Donc ici, Bridget Riley est une artiste anglaise qui a déployé, vous voyez, quelque chose qui peut paraître très simple. C'est comme si elle conduisait un trait avec cette ondulation qui est ici resserrée au fur et à mesure, qui se tasse peut-être comme une sorte de rideau de store, hein, qui viendrait se densifier dans le bas. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais moi, les yeux face à l'écran, il y a quelque chose de dérangeant pour l'œil parce que la vibration fonctionne, même quand on n'est pas réellement devant le travail. De nouveau, elle adopte le format carré, 1,40 m, et cette sensation que l'on a, ici ramenée à un propos qui est uniquement lié à cet artifice du jeu de la ligne, vous pourriez le retrouver à l'extérieur, dans la nature. Si vous avez à un moment donné une brise, par exemple sur le lin, qui est une matière extrêmement sensible, on peut avoir ces effets où le mouvement est conduit à un endroit et se déplace lentement. Donc ici, rien ne bouge, hein. Les choses sont établies définitivement, mais la qualité de l'alternance blanc-noir, le rythme, la densification de la souplesse de la ligne crée littéralement cette vibration. Donc, Bridget Riley est quelqu'un qui a exploré en fait la ligne dans sa qualité de repos, dans sa qualité de perturbation, dans sa qualité d'ondulation. Elle l'a fait au départ avec des petites formes géométriques qu'elle répétait, comme simplement des petits signes ou des petits sigles qui se démultipliaient. Il y a une exigence dans l'exactitude, dans le respect des éléments. Il n'y a pas beaucoup d'aléatoires, si vous voulez, qui intervient. Elle se doit d'être extrêmement rigoriste ou rigoureuse dans l'application de son tracé pour que l'effet atteint soit vraiment maximal. Alors, cette manière de penser la ligne dans l'espace n'est pas simplement le fruit de l'expérience au niveau de la peinture, mais on peut le retrouver également dans un travail dans 3 dimensions, comme chez l'artiste Rafael de Soto, qui est un artiste vénézuélien et qui a créé à un moment donné des dispositifs, vous pouvez voir, d'assez grand format, qui varie en fonction du lieu qui peut accueillir son dispositif, donc cette grande sculpture. C'est comme si vous aviez une espèce de grand plan, une sorte de grand treillis posé horizontalement, duquel vont se tendre voilà, des quantités importantes de fils, ici de fils nylon, qui viennent toucher le sol. Donc, on est projeté, si vous voulez, dans un volume qui est rempli de fils nylon qui va interagir avec la luminosité. À partir de cette structure, ce qui est extrêmement important,
c'est que le visiteur ne reste pas à l'extérieur pour le regarder comme il est devant une peinture, mais ici, il est invité à pénétrer. Donc, l'appellation du travail de Raphaël de Soto, pénétrable de pan patard, donc ici avec visiteur, le visiteur est amené à pénétrer. Et en pénétrant, il est peut-être encore plus intéressant d'offrir un contact le plus large, c'est-à-dire, par exemple, d'ouvrir les bras en avançant, en continuant le déplacement, pour directement être dans ce mouvement réellement créé avec ces structures verticales suspendues. Simplement déjà, quand le vent existe, se manifeste, il y a le déplacement des fils, mais peut-être vous rendre compte que au-delà de ce qui peut se produire visuellement, il y a un contact, donc le corps entre en contact avec ces fils tendus, et il y a une légère présence sonore également par le froissement, donc lié au vent et lié au déplacement du corps. Donc ici, dans le travail de Raphaël de Soto, il n'y a pas une illusion du mouvement, il y a réellement un mouvement par ces éléments oscillants, accentués par le corps, accentués par le vent, et qui en plus viennent éveiller pas uniquement le sens de la vue, mais également le sens tactile et auditif. Je reste avec le jeu de la ligne en revenant à un dispositif pictural. Par exemple, l'artiste israélien Yaakov Agam. Et vous avez devant vous ce qu'il appelle deux mouvements, travail à l'huile, où là, on est sur une surface uniquement en deux dimensions. Et je pense que vous pouvez peut-être décider de voir une répétition de bandes verticales qui sont interrompues à différents moments, interrompues parce qu'il y a changement, par exemple, de tonalité. Donc, c'est la teinte et ce sont des parties claires ou des parties foncées. Il y a des densifications, si vous voulez, de couleurs qui vont vous donner, par l'intégration donc de coupures obliques, à percevoir un rythme. Et de nouveau, un rythme qui ne se produit pas uniquement par rapport à une hauteur, une largeur, mais un rythme qui va se faire aussi dans la perception. Il y a ce qui est à l'avant de l'image, ce que je rencontre immédiatement comme constituant un bord de surface ou un premier plan. Et puis, parce que vous avez des zones claires importantes, on devine derrière un chevauchement de ligne verticale, c'est comme si l'œil pénétrait à l'intérieur de l'espace et découvre donc un effet de profondeur. On est là donc dans une qualité de mise en œuvre à nouveau aussi rigoriste que chez Bridget Riley, qui est de l'ordre directement d'un effet de cinétisme, donc un effet optique vibrant. Donc optical art serait la dénomination anglaise, art cinétique serait la transposition française. Donc ici, il y a une vibration qui se donne uniquement par un rythme de lignes verticales et de forme à caractère plutôt quadrangulaire, dans lequel viennent se glisser les obliques. Je vous montre un autre travail d'Agam qui s'est vraiment déployé dans une pièce complète. Donc, c'est une proposition qu'il a déployée, on nous dit, pour l'aménagement pour l'antichambre privée de l'Élysée de Georges Pompidou, donc entre 1972-74. Donc, vous avez une sculpture qui est placée dans un environnement qui est complètement organisé par ces rythmes, donc bandes, succession noire, blanche et colorée, en matériaux divers, dont notamment un tapis qui est constitué sur la partie, je dirais, du sol. Donc c'est vraiment ce principe assez reconnaissable qui donne la sensation de ressentir, si vous voulez, des structures un peu tubulaires, hein, c'est réellement en relief, vous le voyez peut-être mieux latéralement, ces tubes, donc ces dispositifs verticaux qui sont coupés
par des horizontales à l'intérieur desquelles on voit de temps en temps un élément oblique, ce qui va générer, ce qui va donner cette sensation d'un mouvement dans lequel viennent se placer des variations de couleurs de base, couleurs simples, avec des gradations de lumière. Donc ici, vous avez un environnement, donc on pourrait davantage parler d'installation, pas uniquement de sculpture, mais d'installation avec toutes les variations que Agam peut déployer à partir de sa recherche. Ben voilà, en isolant un élément, même si c'est une œuvre différente, mais en isolant un élément, peut-être ça vous permet de mieux vous rendre compte, à force de chercher cette variation, cette vibration, si vous voulez, sur cet effet un peu de tube, à un moment donné, Agam va poser son huile directement sur une structure ondulée. Donc, pas uniquement produire un effet illusionniste, mais prendre un morceau de tôle. Donc, la tôle a elle-même déjà ses parties relief et ses parties creux, et il va adapter le développement donc, de ces choix colorés, l'alternance des pleins et des vides, pour arriver à créer ces chevauchements qui seront encore beaucoup plus forts. Donc, vous voyez, par rapport à la première image que je vous montrais, là, c'est un support plat. On a purement l'effet de l'illusion de ce rythme avec ses effets de profondeur changeants. Et ici, le support n'est pas plat, il est constitué de la tôle ondulée et dans l'alternance des pleins et des vides, il répartit ses choix de couleurs, de densité, de proximité. Et là, on a véritablement toute une dynamique de mouvement qui se ressent dans son travail. Ce sont vraiment des expériences qui se démultiplient. Il appelle ça double métamorphose. Celle-ci, elle a numéro 3. Ce qui est important pour eux, c'est qu'ils se rendent compte que l'image visuelle, elle change tout le temps en temps normal. Je veux dire, l'image qui se fixe sur la rétine, elle reste un certain temps, et puis elle change parce que l'œil voit autre chose. Donc, l'image, par principe, elle apparaît et elle disparaît. Donc, ce qu'ils veulent à travers leur recherche, c'est donner cette sensation du changement, qui est finalement un processus qui appartient à la vie, comme il l'explique. Donc, il va tenter de créer avec des principes particuliers de peinture, ces variations qui touchent autant la question de l'espace que la question de la temporalité. Voici encore une autre proposition qui est déployée sur cet effet vibratoire. Là, on revient à une surface plan par le français François Morlet, qui va lui aussi s'essayer à employer des paramètres très simples, une forme, je dirais, et 2 couleurs. Vous voyez, c'est assez répéter le principe même de l'adoption du carré. Je vous avais montré chez Albers la référence au fameux quadrangle de Malevich. Donc Mondrian-aussi va se référer à la forme du carré. Voilà, François Morlet prend ici un mètre de côté pour sa toile, va utiliser la peinture à l'huile, mais la manière dont il va distribuer ces zones de couleur est liée à quelque chose d'un peu étonnant. Donc, il veut déposer des petites surfaces et de rouge et de bleu, un type de rouge, un type de bleu, et François Morlet va imaginer utiliser un annuaire de téléphone. Donc, comme le titre de son travail le précise, répartition aléatoire de 40 000 carrés selon les chiffres pairs et impairs d'un annuaire de téléphone. Donc aujourd'hui, ça devient peut-être un outil qu'on n'utilise plus beaucoup, mais François Morlet va ouvrir cet annuaire et va prendre une série de numéros de téléphone. Donc, vous avez certains chiffres qui sont pairs, certains chiffres qui sont impairs. Donc, inventons, les chiffres pairs sont bleus, les chiffres impairs sont rouges.
Donc, en fonction de son numéro de téléphone, donc si les chiffres pairs sont bleus, si par exemple c'est 43, bien, il va mettre 4 petits carrés en bleu et puis 3 carrés en rouge. Et il va comme ça faire se succéder, donc comme il le dit, une répartition aléatoire de 40 000 carrés. Et ça va nous donner cette sensation qui pourrait peut-être nous faire penser à un effet de pixelisation. Pour nous aujourd'hui, qui sommes habitués à ce type de technique, peut-être imaginer une vue qui est prise de très très haut aussi. Donc soit dans le macro, soit dans le micro, l'infiniment grand ou l'infiniment petit, mais aucune volonté évidemment de figurer quelque chose de particulier. Le but est d'offrir une approche assez dynamique de l'espace, du temps, d'avoir un effet comme ça de lumière changeante. Donc François Morlet fait partie en France donc d'un groupe qui s'appelle GRAV, G-R-A-V, qui est le groupe de recherche d'art visuel. Donc ils vont faire différentes expériences et ce qui est important pour eux, c'est de pouvoir inclure le spectateur, donc que l'image interagisse évidemment avec la présence physique du spectateur. Ils vont se servir de découvertes, de méthodes scientifiques, technologiques, industrielles. Donc, ils vont associer les arts à une approche plus technologique et plus scientifique. François Morlet va déployer sa démarche aussi dans la tridimensionnalité. Donc, vous avez ici une proposition qu'il intitule « Sphère Tram », usant là de l'aluminium. Donc, vous pouvez découvrir latéralement sur les murs des recherches en 2 dimensions qui traitent de la ligne, de sa disposition dans l'espace, de ses croisements. Et il va adopter ce principe de grille qu'il va mettre en œuvre en 3 dimensions, donc superposition de différentes grilles, qui va offrir à différents endroits un effet plus opacifiant, à d'autres endroits un effet plus transparent. Je vous montre, voilà, donc cette sphère a été proposée dans plusieurs lieux, donc ici elle est placée à même le sol, dans cette image elle est suspendue, donc là vous pouvez imaginer que si elle oscille légèrement, simplement la manière dont la lumière va venir se déposer, accrocher les structures d'aluminium et les ombres projetées, donc vont constituer des densifications différentes. L'œil peut traverser partiellement certains dispositifs et au contraire être arrêté parce qu'il y a des lignes qui sont proches les unes des autres. Voilà un point de vue sur cette sphère. Donc si vous êtes vraiment dans l'axe d'une série de grilles qui sont placées les unes proches des autres, vous pouvez complètement traverser la sphère. Par contre, si vous prenez de biais, vous allez avoir un effet de chevauchement qui est beaucoup plus intense. Donc c'est ça, quand on dit intégrer la présence du spectateur, la perception même de cet effet vibratoire dans le travail dépend du déplacement du corps du spectateur avec les incidences des projections lumineuses sur la forme, donc ici la sphère. Très proche de François Morlet, je voulais aussi vous évoquer le travail de la Hongroise Vera Molnár, qui est peut-être un peu moins connue, bien que après ses études, je dirais aux Beaux-Arts de Budapest, elle est très rapidement arrivée à Paris. Et très très tôt pour elle, il est clair que son travail va aussi se construire à partir du géométrique et que c'est essentiellement un art d'expérience. Donc Vera Molnár ne produit pas, entre guillemets, un travail en vue de l'exposer ou en vue de le vendre. Ce qui l'intéresse, c'est de faire des recherches. Donc, je vous montre un dispositif qu'elle élabore assez tôt, vous voyez en 1958, à travers l'usage de l'encre sur un support de papier. Vous retrouvez, de nouveau, il faut que vous jouez un peu avec, déplacer vos yeux au niveau de la perception.
vous pouvez découvrir pratiquement au centre 2 carrés, à l'intérieur duquel ou desquels il y a d'autres carrés qui se développent, donc offrant un espace de plus en plus petit. Et peut-être arrivez-vous à voir sur l'image, dans ces carrés concentriques, en tout cas pour moi, celui qui est au-dessus me donne la sensation d'un creux, je rentre à l'intérieur de la forme, et celui qui est en dessous vient vers moi. Et à partir de ces 2 carrés, vous avez comme un rayonnement qui s'opère et qui s'inscrivent alors dans des formes plutôt triangulaires qui seraient comme les sections même formées donc par les carrés. Donc dans chaque carré, vous avez 4 triangles. Hein. Donc ces triangles se déploient et vont jusqu'au bord de la feuille. Donc il y a simplement, en ramenant l'approche du carré et du triangle, donc en simplifiant à la forme géométrique la plus rudimentaire et en multipliant ces lignes avec donc des appuis particuliers. Vous voyez, cette encre n'a pas toujours la même densité sur toute la surface. On arrive à proposer énormément de vibrations. Au départ, Vera Menard regardait ce qu'il y avait autour d'elle, c'est-à-dire il y avait des arbres, il y avait des paysages, et elle s'est mise à chercher à simplifier le motif pour finalement arriver à la conséquence qu'à travers un dessin, quand elle observe un objet, quand elle observe un élément autour d'elle, il s'est formé de ronds, par exemple, s'est formé de carrés, et il va s'avérer pour elle que le carré va devenir la forme qu'elle va adopter, parce que justement, Vera Molnar est bien consciente qu'elle est héritière de toute une recherche de la modernité, donc elle rend hommage à des artistes qui sont les figures majeures de cet art construit ou de cet art géométrique. Donc les Delaunay que je vous mentionnais, elle connaîtra et fréquentera Sonia Delaunay quand elle arrive à Paris, mais elle a beaucoup d'admiration pour le travail de Joseph Albers. Elle a de l'admiration pour Gabot, pour Malevich, pour Mondrian. Alors, elle va petit à petit déployer voilà, des observations à travers des variations sur des formes simples. Donc, vous retrouvez le dispositif des carrés comme principe de subdivision du format, 75-75, et à l'intérieur de ces carrés, elle va en construire d'autres dont elle retient certaines arêtes qui donnent une perception de toutes les possibilités, toutes les variations. Peut-être connaissez-vous le travail de Sol Lewitt en tant qu'artiste minimaliste, qui a aussi beaucoup travaillé sur cette diversité, où jusqu'où peut-on, en simplifiant le motif, toujours garder la sensation de la forme géométrique. Donc elle appelle ça lent mouvement giratoire. Donc ici, il n'y a pas d'effet réel de relief, ce ne sont que des progressions changeantes de ce motif géométrique sur la surface. Donc son travail va se concentrer dans cette volonté d'extrême simplification à partir du carré, à partir du rectangle, ce qui veut dire qu'elle se réfère aux mathématiques, elle se réfère à la mise en perspective, elle se réfère au principe du nombre d'or, à la suite de Fibonacci, à la recherche de la sensation de l'harmonie. Et tout ça va la conduire dans toutes ces expériences qui vont progressivement aussi s'associer au développement de l'informatique. C'est-à-dire qu'elle va travailler avec des informaticiens qui vont mettre en place des programmes, donc créer littéralement des programmes à partir desquels la tentative d'exploration de Vera Molnar va pouvoir se déployer et être conduite pour offrir le maximum des possibles. Alors je prends un exemple qui est enfin, pour moi extrêmement intéressant. Vera Molnar, pendant plusieurs années, a échangé un courrier avec sa vieille maman qui était restée en Hongrie. Elle a utilisé les lettres qui étaient écrites par sa mère, mais qui avaient des difficultés pour transposer. Et donc,
dès le moment où elle a accepté de ne plus s'attacher à la signification des mots, elle a vu une série de signes avec des positions particulières dans l'espace. Et elle est partie de ces signes, de ces formes, qui établissent une ligne, une sorte de ligne qui se déployait donc à travers les lettres. Et ça devient comme une sorte d'écriture qu'elle a pensé déployer dans l'espace. Elle appelle ce travail promenade presque aléatoire, algorithme. Donc, sa réflexion sur la ligne infinie, cet infini a pu aboutir parce que les programmes informatiques ont déployé tous les possibles que permettait cette ligne, en quelque part, en la dématérialisant. Et ici, Vera Molnar lui redonne une présence physique importante dans l'espace, puisqu'elle fait le choix d'utiliser, vous le voyez peut-être très précisément, un fil noir qui est placé sur des clous qui sont plantés sur les murs. Et donc la ligne vient se déployer sur plusieurs murs à l'intérieur de cet endroit. Donc le support du papier va être ici abandonné au profit littéralement d'une installation. C'est une espèce de frise comme ça, sans début et sans fin, qui va se déployer à l'intérieur de cet espace. Voilà, pour vous montrer d'un petit peu plus près comment ça se présente. Donc le fil est légèrement détaché du mur, vient être tourné autour d'un clou noir, et on a alors l'ombre projetée qui s'associe au rythme dans la lecture de l'espace. Donc là, c'est une évolution du principe du dessin sur le papier qui utilise le plan du mur et le développement donc tridimensionnel. Voilà un autre moment, 1981-82, intitulé OTTWW. Vous avez peut-être cette réelle sensation d'un rythme, d'une musicalité, d'une écriture, peut-être même d'un effet paysager, en ne retenant que des éléments extrêmement simplifiés de la lecture d'un paysage. Et ces lettres qui identifient, si vous voulez, ce travail que vous avez traduit par l'intitulé d'un poème. Donc Vera Molnar est très constante dans son travail. Elle a une diversité de thèmes, mais elle peut rester fidèle à des thèmes pendant de très nombreuses années. Et elle raconte que quand elle était jeune, elle avait découvert un poème romantique d'un poète anglais, une ode qui est faite au vent d'ouest, qui date de 1920. Et quand elle a repris ce poème, il s'est avéré qu'elle a découvert qu'il y avait plusieurs fois des mêmes lettres qui revenaient, notamment les W, Wild, West, Wind, pour l'ode au vent d'ouest. Alors j'avais trouvé une petite traduction. Donc voilà un peu ce que contient comme idée le poème. Sauvage vent d'ouest, haleine de l'automne, toi dont la présence invisible fait fuir les feuilles, mortes comme des spectres chassés par un enchanteur, jaune, noir, blême et d'un rouge de fièvre, multitude frappée de pestilence, ô toi qui emportes à leur sombre couche d'hiver les semences ailées qui gisent refroidies, etc. Donc, elle ne va pas reprendre la signification même du poème, mais elle va se servir de la répétition de ces lettres qui deviennent des signes qui ont été alors élaborés par un développement donc de programmes informatiques pour proposer toute une série de variations, donc avec un effet ici un peu aléatoire selon la disponibilité du programme. Et de cette manière-là, alors, il y a une ligne continue assez complexe qui va s'élaborer dans l'espace. Je vous la montre voilà, dans une autre proposition. En 2011, ce même type de travail a été mis en œuvre dans un espace noir. Et il y avait une projection de cette lumière particulière qui, justement, fait ressortir et anime ce dispositif
à l'intérieur là d'une présence lumineuse assez étonnante. Donc, vous voyez ce cheminement qui est intéressant. On part de l'art du dessin ou de l'art de la peinture et qui va s'ouvrir à une réalité physique dans l'espace qui va devenir une installation avec un effet d'animation. Donc, rien ne bouge, mais le déplacement du spectateur va retrouver cette sensation de la vibration. Je voulais juste vous mettre en même temps sous les yeux ce que je trouvais un très beau texte qui parle justement de cette réflexion de Vera Molnar sur le trait. Donc ça s'appelle « Solo d'un trait noir ». Donc pour elle, un peu l'explication, la sensation de la ligne. Une ligne pour traverser, réunir, jeter un pont, parcourir, explorer, ratisser, fureter, avancer, reculer, hésiter, tâtonner, ralentir, rebondir, changer d'avis, de direction, monter, descendre, piétiner, dévier, serpenter, obliquer, passer à côté, en dessous, au-dessus, aller au bord de la page, au bout de la nuit, plus loin, trop loin, s'envoler, reculer prudemment, patauger, retomber dans les mêmes ornières, passer par monts et par vaux, croiser, recroiser, bifurquer, courir, traîner, foncer courageusement, bille en tête, cas un cas, marcher à pas compter, obstinément, péniblement, lestement, lentement, bêtement, de façon incertaine, en faisant des queues de poisson, à pas long, à pas court. Une ligne qui fait des coudes, des lacets, des méandres, des nœuds, des boucles, des entrelacs, des entrechats, des culbutes, des sauts périlleux, des allers-retours, du surplace, des zigzags, des faux pas. Une ligne qui revient sur elle-même, s'enferme, se tord, se traîne, se fourvoie, s'égare, se cogne, se heurte, se fait mal, s'enfonce, se recroqueville, se redresse, se retourne, s'en va la queue basse, se promène au hasard. Une ligne qui chemine, en sautant, glissant, tâtonnant, à cloche-pied, poussant, fouillant, rectifiant son tir, tombant, clopin-clopant, tournant, contournant, trébuchant, rampant, glissant, roulant, coulant, croulant, recommençant et continuant, insensé encore et encore. Une ligne comme un curriculum vitae, à l'image de l'ensemble de mes activités passées, somme de ma vie. Je trouvais ce texte extrêmement beau. Donc, elle écrit dans le train, le 6 novembre 1997, ce qui donne toute la force à la présence de cette ligne dans son travail et toutes les sensations, les nuances qu'elle associe à cet élément et qui constitue, je dirais, un des signes principaux qu'elle utilise, qui tantôt se fait segment, tantôt se fait continu, tantôt devient forme, ouverte ou fermée. Et on a tout un dispositif d'effets vibratoires recherché à travers la présence de la ligne. Voilà, je vais essayer de couper.